Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur l'Académie Nouvelle Vie. Bonsoir Jean-Frédéric. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous et je tiens à remercier Académie de la Nouvelle Vie de m'avoir invité pour cette nouvelle conférence. Donc ce soir, on a le plaisir de te recevoir pour ta conférence sur le thème la libération karmique, la voie du soi original. Originelle. Oui. Donc toi, tu es auteur, enseignant et coach en développement spirituel. Tout à fait, depuis 2015. Je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs. Avec joie. Alors je tiens d'entrée de jeu à m'excuser parce que c'est chaud ce soir, donc je vais probablement m'essuyer plusieurs fois le front. Donc voilà, donc mon parcours, je me suis toujours intéressé au développement spirituel, mais jusqu'en 2011, je ne savais pas vraiment par où commencer, je ne savais pas quel enseignement pouvait me permettre de rentrer de plein pied dedans, si je puis dire. Donc en 2011, j'ai fait la première initiation au Reiki, Usui. Ça m'a vraiment plu, ça m'a permis vraiment tout simplement de canaliser l'énergie Reiki pour faire des soins. Et assez rapidement, en pratiquant des soins un petit peu aux personnes qui se présentaient à moi, et aussi après avoir été faire des soins pendant 1 mois en bénévole dans une SPA, j'ai vraiment compris par rapport à comment je me sentais pendant et après ces séances que c'était ma vocation de faire des soins. Donc j'ai continué dans ce sens-là. En 2012, j'ai passé la 2e initiation Reiki Usui, en 2014 la 3e. Et en 2015, j'ai rencontré ma flamme jumelle Sandrine qui m'a transmis un PDF d'auto-initiation à la flamme violette. Et quand j'ai fait cette prière d'auto-initiation à la flamme violette, j'ai vraiment reçu l'immense énergie du rayon violet qui entourait toute mon aura. Je suis parti en voyage astral, je ne savais même pas ce qui se passait véritablement. J'ai vu pas mal de choses, j'ai vu des anges, j'ai vu aussi le maître Saint-Germain. Et quand je suis revenu de tout ça au bout d'1 heure et demie, là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser, quelque chose qui me correspondait avec l'enseignement des rayons sacrés. Et puis après, ça s'est accéléré, puisque pendant 6 mois, j'ai reçu quasiment tous les jours des téléchargements, des initiations directement dans mon canal en provenance des plans supérieurs. Et au bout de 6 mois, il y a des personnes qui sont venues me voir avec des problématiques que j'étais pas censé pouvoir aider. Et là-haut, on me faisait comprendre que s'il m'avait transmis une initiation pour ça. Et donc, voilà un petit peu comment j'ai commencé. Les rayons sacrés, les 12 rayons sacrés m'ont vraiment aidé à évoluer et à libérer des blocages que j'avais jamais réussi à libérer juste avant cet enseignement et ces soins énergétiques. Donc, du coup, j'ai continué à aller dans ce sens-là. J'ai voulu en parler le plus possible autour de moi parce que ça m'avait fait, et sur Internet parce que ça m'avait fait vraiment un immense bienfait. Et puis au bout de quelques mois encore, au bout d'1 an à peu près, peut-être 1 an et demi, je me suis aperçu qu'il y avait une limite aux soins énergétiques et que cette limite était le karma. C'était comme un verrou qui bloquait certaines libérations, certaines guérisons dans certains cas. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser au karma. J'ai mis le souhait à mes guides de pouvoir libérer la majorité des problématiques, en tout cas le plus que je pouvais. Et là, j'ai commencé petit à petit à télécharger des enseignements en liaison avec le karma. Et donc, j'ai développé au fur et à mesure du temps une technique qui est à présent complète de libération karmique que j'ai intitulée, mais plutôt que mes guides m'ont incité à intituler la voie du soi originel. Et c'est un petit peu de cela que je vais parler ce soir, en plus des différents mécanismes du karma et de comment identifier, entre autres, une situation karmique lorsqu'elle se présente à nous. Voilà pour la petite présentation, Caroline. Super, merci beaucoup. Donc je te laisse démarrer ta conférence comme tu le souhaites. Merci à toi. Avec plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat pour que je puisse les poser à Jean-Frédéric. Voilà. Je me ferai une joie d'y répondre, donc n'hésitez pas à être réactif. Voilà, donc tout simplement, on va commencer par définir le karma, mais également le dharma, selon ma compréhension et mes connaissances actuelles. Donc le karma, certains appellent le karma la loi de cause à effet. Ce qu'on pourrait dire, c'est que oui, c'est la loi de cause à effet, mais au niveau quantique, au niveau multidimensionnel. Ça ne va pas s'arrêter que sur les causes et les effets que nous avons créés sur Terre. Voilà, donc le karma, c'est vraiment l'ensemble des pensées, paroles et actes que nous avons émis et qui ont porté atteinte aux autres, mais également l'ensemble des pensées, paroles et actes que les autres ont émis envers nous et qui nous a porté atteinte.
Donc, ces différentes interactions créent des dettes karmiques lorsqu'elles sont négatives, et ces dettes karmiques s'accumulent et vont engendrer tout un tas de blocages, que ce soit au niveau émotionnel, physique, psychique, énergétique, à la fois au niveau du corps physique, mais également de nos 7 autres corps. Les charges karmiques, les dettes karmiques vont également venir saboter nos relations amoureuses, dans certains cas amicales, professionnelles. Elles peuvent également bloquer notre abondance. Elles peuvent également bloquer ou rendre très difficile notre ancrage, par exemple. Donc voilà, vraiment, le karma nous impacte de plein de façons différentes. Je vais rapidement définir le dharma, qui n'est pas la définition bouddhiste du dharma, qui est la définition, toujours pareil, par rapport à mon expérience à moi. Donc le dharma, c'est le revers du karma, c'est les 2 faces de la même pièce. Donc c'est l'inverse, c'est toutes les bonnes choses, bonnes pensées, bonnes paroles et les bons actes que nous avons faits vis-à-vis des autres dans l'ensemble de nos incarnations, pas que dans cette vie-ci. Et je tiens à rajouter également, et c'est valable pour le karma, on peut rajouter également l'ensemble des interactions positives et négatives que nos lignées ont eues, puisque comme nous sommes dépositaires, héritiers du karma transgénérationnel, au final, nous sommes aussi responsables, ou en tout cas, il est notre responsabilité de libérer également le karma transgénérationnel. Voilà pour la définition un peu rapide du karma et du dharma. À présent, je vais aborder avec vous les 3 différents types de karma. Donc, il y a d'abord le karma personnel. Donc, c'est ce que nous avons fait qui a impacté les autres dans nos vies antérieures. Voilà, c'est vraiment notre dette, nos dettes à nous. Et il y a également le karma transgénérationnel qui est, comme je l'ai indiqué il y a quelques instants, les dettes karmiques qui ont été générées par nos ancêtres. Et nos ancêtres, j'ai envie de dire que ça remonte à des millénaires. On peut remonter probablement jusqu'au premier ancêtre sur cette terre. Donc, nous sommes responsables. Il est de notre devoir de libérer ces 2 karmas parce que sinon, nous ne serons jamais véritablement libres. Nos vies, les interactions que nous aurons seront toujours conditionnées par ces karmas personnels et transgénérationnels. Le 3e type de karma, c'est le karma collectif. Le karma collectif a toujours été constitué en général par un groupe d'êtres, souvent des personnes très influentes, très puissantes, souvent lors de rituels collectifs, par exemple. En général, on parle plutôt d'anciennes époques, par exemple de l'époque antique, mais il y en a eu à toutes les époques, et il y a encore à notre époque des karmas collectifs qui sont en train d'être créés. Donc le karma collectif va impacter en général l'ensemble de l'humanité, et chacun reçoit une partie de ce karma collectif, chacun est impacté par une partie de ce karma collectif. En général, on ne peut pas libérer par soi-même un karma collectif en entier, mais comme chacun est porteur d'une partie de ce karma, un peu comme les pièces d'un puzzle, chacun peut participer à libérer en partie un karma collectif jusqu'au jour où la majorité des personnes qui ont constitué ce karma rectifient leurs erreurs et puissent participer à la libération de ce karma au niveau collectif. Voilà un petit peu pour les 3 différents types de karma. Comme je l'ai dit un petit peu plus avant, donc le karma, quel que soit le type, personnel, transgénérationnel ou collectif, nous impacte de différentes façons. Donc, il peut vraiment créer des blocages au niveau de notre corps physique. Certaines personnes vont avoir des maladies qui sont, en général, les maladies qui sont dues au karma sont des maladies qui sont très difficiles à identifier, souvent des maladies orphelines ou sur lesquelles la science n'est pas trop documentée, qui sont difficiles à diagnostiquer. Donc, la personne va courir de médecin en médecin avant de comprendre ce qu'elle vit. Souvent, il n'y a pas vraiment de remède. Et souvent, ces maladies ne tuent pas, mais font souffrir. Parce qu'il y a 3 façons, à ma connaissance, de libérer le karma. Numéro 1, la souffrance. Numéro 2, la compensation. En faisant des bonnes choses aux personnes à qui nous avons fait du tort dans nos vies antérieures ou dans cette vie-ci, ça fonctionne aussi. Et la 3e, c'est l'action de grâce, en faisant vraiment le maximum de bonnes choses. L'un des premiers, des plus connus et qui impacte tout le monde, c'est les mémoires karmiques. Les mémoires karmiques sont des traces, des engrammes qui peuvent se situer dans tous nos corps, pas uniquement dans le corps physique, dans l'ensemble de nos corps énergétiques, de nos 7 corps, et qui vont bloquer la circulation de l'énergie, que ce soit l'énergie céleste
vers la terre ou l'énergie terrestre vers le ciel, qui vont bloquer par exemple le fonctionnement d'un chakra, qui vont bloquer certaines de nos capacités subtiles, qui vont bloquer l'accès à l'ancrage, à l'abondance. Ces mémoires karmiques sont vraiment comme un disque dur. Elles stockent en nous-mêmes, dans différentes parties de nous-mêmes, les anciens traumas que nous avons fait vivre aux autres ou que on nous a fait vivre également. Et ces traumas, tant qu'ils sont pas libérés, tant que ces mémoires ne sont pas déprogrammées, elles vont continuer à générer en boucle leur programme, qui est un peu l'écho de ce que nous avons pu vivre dans le passé et qui nous a traumatisés. Et ce programme va se répéter dans cette vie-ci sans qu'il y ait forcément de raison logique. Par exemple, quelqu'un va avoir très très peur de l'eau alors qu'elle n'a jamais eu de problème ni risqué de se noyer. Quelqu'un va avoir très peur des insectes ou des serpents ou autres sans qu'il y ait aucune raison. D'autres vont avoir très peur de telle ou telle situation qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours parce que dans une vie antérieure qui peut remonter à très longtemps, elles ont vécu des événements traumatiques en liaison avec ce type de situation ou ce type de relation. Bref, c'est très 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 large. Et tant que ces mémoires ne sont pas déprogrammées, elles vont continuer à informer, par exemple, notre corps mental, notre corps émotionnel, donc à nous faire ressentir des émotions négatives ou nous faire avoir des pensées négatives, parce que comme des programmes, ces mémoires tournent en boucle et nous réinforment sans cesse. C'est pour ça que je me suis intéressé au karma et à la déprogrammation de ces mémoires, parce que si on se contente de faire un soin énergétique, quelle que soit la technique utilisée, à partir du moment où elle ne déprogramme pas ces mémoires-là, elle va pouvoir, par exemple, adoucir ou voire libérer totalement les conséquences, donc les symptômes, je sais pas, des peurs irraisonnées, des angoisses, certaines douleurs ou X ou Y, mais ces conséquences, ces symptômes vont revenir parce que la cause qui est la mémoire karmique qui correspond à ces symptômes, elle n'a pas été déprogrammée. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé au karma, parce que c'était finalement des verrous qui empêchaient la libération psychique, physique ou émotionnelle de la personne à un niveau bien plus élevé, voire de façon définitive. J'ai deux petites questions, si tu veux y répondre. Oui, je t'en prie, bien sûr. Alors, une petite question de Françoise qui était, alors, est-ce que la rayonnance sacrée peut libérer des deuils traumatiques? Waouh. Alors, c'est une question très intéressante. La rayonnance sacrée, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc c'est l'utilisation des énergies, des flammes et des rayons sacrés. J'ai envie de dire, et ça sera la même réponse pour quasiment tout, oui, si le fait de vivre cette situation n'est pas un écho karmique. Si derrière, il n'y a pas une origine karmique à la problématique, les rayons sacrés pourront la libérer. S'il y a vraiment une origine karmique, c'est-à-dire que dans une vie antérieure, vous avez déjà vécu un deuil traumatique avec la même personne ou quelqu'un de différent, mais qui vous a imprimé ce traumatisme en vous, tant que le traumatisme ne sera pas déprogrammé, vous allez vivre les choses de cette façon. Donc la rayonnance sacrée pourra aider, pourra apaiser, pourra adoucir le karma. La flamme violette, entre autres, permet d'adoucir le karma. Et pour vraiment déprogrammer une mémoire karmique, il faut avoir accès également à la hiérarchie karmique, dont je vais parler un petit peu plus tard, à savoir les seigneurs du karma et les seigneurs akashiques, entre autres. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci à toi, Caroline. Alors, une autre question de Cécile. Peut-on avoir des liens karmiques avec nos enfants? Très bonne question. La réponse est oui. En général, nous avons des liens karmiques avec nos enfants et également avec nos parents, également avec nos amis. Pour reconnaître un lien karmique, alors pour la famille, ça va pas fonctionner. Mais pour les personnes que nous rencontrons le long de notre vie, il y a quelque chose d'assez facile. Lorsque dès les premiers instants, nous rencontrons la personne, nous sommes à l'aise très rapidement avec elle, nous avons l'impression de l'avoir toujours connue ou déjà connue, et ben tout simplement, c'est que nous l'avons véritablement connue avant. Et ceci inclut la famille. Après, il y a plusieurs situations. Dans la famille, ça peut être par exemple des membres de notre groupe de famille d'âmes, c'est-à-dire des âmes qui, de plan d'incarnation en plan d'incarnation jusqu'à arriver sur Terre, s'incarnent aux côtés des uns des autres depuis toujours. Donc les liens sont très forts. Il y a des liens karmiques, mais il y a également des liens dharmiques. Donc cette fois-ci, des liens positifs, contrairement aux liens karmiques.
Donc oui, nos enfants en général, peut y avoir des exceptions, mais en général, nos enfants, on les a déjà connus dans certaines de nos vies antérieures, et les rôles pouvaient être totalement inversés. Ils pouvaient être nos parents et nous les enfants, ou des amis, ou des grands-parents. Voilà, il n'y a pas de règle à ma connaissance actuelle. En tout cas, il n'y a pas de règle stricte pour tout le monde. Mais en général, effectivement, notre famille proche, c'est toujours des êtres que nous avons connus dans nos vies antérieures. De façon positive comme négative d'ailleurs, hein, parce que j'en profite pour éclaircir un petit peu un point en particulier. Souvent, l'une des dernières tentatives de l'univers pour rabibocher deux âmes qu'on puisse faire la guerre par plan d'incarnation interposée de vie en vie depuis peut-être des millénaires, c'est de les mettre dans une même famille, mari et femme, frère et sœur, père et fils, mère et fille, et des fois ça marche pas toujours. Donc des fois l'amour terrestre, le lien d'attachement familial va passer au-dessus du karma. Des fois, le karma est trop fort et c'est pour ça que des fois, hélas, on assiste vraiment à des situations horribles dans les familles parce que dans cette vie-ci, c'est un frère, une sœur, un mari, une femme, mais dans d'autres vies, c'était des ennemis, des rivaux, quoi. Voilà. Donc ça vient se mêler à la relation de cette vie-ci. Merci beaucoup, Jean-Frédéric. Alors, une autre question, puis après, je te poserai des questions tout à l'heure. Alors, comment reconnaître une mémoire karmique de Evelyne? Alors, comment reconnaître une mémoire karmique? Il faut vraiment se fier à son ressenti. Le problème, c'est qu'une mémoire karmique, quand elle s'active, elle va avoir la spécificité de nous replonger dans l'état d'esprit dans lequel nous étions dans notre vie antérieure lorsque ce trauma s'est présenté à nous pour la première fois. Donc, ce qui peut permettre de comprendre, c'est que on va vivre une situation lambda, entre guillemets, on va pas partir dans les choses extrêmes, une situation lambda, et tout à coup, à travers cette situation-là, nous allons avoir un ressenti qui va être disproportionné, une peur disproportionnée, une angoisse disproportionnée, un stress disproportionné, une colère disproportionnée. Souvent, ça passe par la colère. Ou des a priori sur une personne qu'on n'a jamais rencontrée avant, à peine on la voit, on peut direct pas la saquer. Bon, clairement, c'est qu'il y a une mémoire karmique qui s'est réactivée entre vous. En général, les mémoires karmiques s'activent chez les deux personnes. Quand deux personnes qui ont eu des interactions négatives dans des vies antérieures se retrouvent, souvent, instantanément, il va y avoir des mémoires karmiques qui peuvent se réactiver. Des fois, ça va être plus subtil que ça. C'est que d'abord, il peut y avoir les mémoires dharmiques. Parce qu'on n'a pas toujours été en guerre avec tout le monde, heureusement. On a pu avoir des vies avec la même personne où tout s'est bien passé et d'autres où tout s'est mal passé. Donc, on va avoir une relation très harmonieuse avec quelqu'un pendant peut-être des fois même des dizaines d'années. Et tout à coup, il va y avoir une situation qui va ressembler de près ou de loin à une situation que nous avons vécue dans une vie antérieure et qui a créé un conflit. Et là, boum, ces mémoires vont se réactiver et du jour au lendemain, la relation va être quasiment détruite à cause de cet écho karmique qui va venir charger négativement la relation. Et là, on va s'accuser les uns les autres des pires choses, mais en fait, ces choses-là ne viennent pas de cette vie-ci. Mais comme nous, on le vit et on le ressent profondément, on va vraiment se sentir des fois trahi, abusé, maltraité, sans qu'il y ait vraiment de raison véritable dans cette vie-ci, de raison logique. À ce moment-là, on sait que c'est une mémoire karmique qui s'est activée. Merci beaucoup pour tes réponses. Je te laisse continuer, je te poserai les autres questions après. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais parler maintenant des autres mécanismes du karma à part les mémoires karmiques. Donc, toujours pareil, selon mes connaissances actuelles, parce que tout évolue. Il y a deux choses vraiment centrales que j'ai retrouvées chez toutes les personnes, y compris moi-même, que j'ai accompagnées à travers ces libérations. La première, c'est que qui dit karma, qui dit mémoire karmique, dit entité karmique. Les entités karmiques, comme leur nom l'indique, ce sont des êtres à qui nous avons fait du tort dans nos vies antérieures et qui n'ont pas pu trouver le repos et monter dans la lumière suite à cette incarnation-là et qui sont restés traumatisés par rapport à ce que nous avons pu leur faire. En général, elles peuvent être bloquées dans l'astral, en tout cas, elles sont pas en paix et elles sont pas montées en haut. Donc, ces êtres-là vont nous faire payer ces dettes karmiques de plusieurs façons, toujours pareil. Par la souffrance, souvent c'est par la souffrance. Par exemple, on va avoir, je donne des exemples comme ça peut être tout type de problématique. Tous les 6 mois ou tous les ans, on va avoir une sciatique au côté gauche.
et tous les ans quasiment à la même date. C'est presque un anniversaire, si je puis dire. On va pas comprendre pourquoi, les médecins ne vont pas comprendre pourquoi, ça va presque partir comme c'est venu sans qu'on comprenne pourquoi. Et ben c'est une occasion pour ces entités à qui nous avons fait du tort de nous faire payer une partie de notre dette karmique. Et peut-être que si la charge est pas trop lourde, en nous faisant souffrir comme ça petit à petit, elles nous auront fait payer l'intégralité de notre dette karmique et elles pourront, le lien karmique se dissoudra de lui-même et elles pourront continuer leur chemin d'évolution dans la paix et l'unité. Voilà. Et ces entités karmiques créent des problèmes pas possibles et beaucoup de personnes, à juste titre, se sentent attaquées par des entités, des fois même possédées par des entités en partie, ou en tout cas, elles sont plombées par certaines entités. Et en fait, ces entités ne demandent qu'à partir. Mais pour qu'elles puissent partir, il faut que le lien karmique soit dissous. Et pour que le lien karmique soit dissous, il faut déprogrammer les mémoires qui correspondent à la création de ces karmas et à ces traumatismes. Voilà. En général, il faut aussi faire une demande envers les plans supérieurs que cette âme ou ce fragment d'âme soit pris en charge par les plans supérieurs afin qu'ils le guident à retrouver le chemin de l'unité et de la paix. Voilà. Donc, les entités karmiques, des fois, les personnes en ont des dizaines de milliers ou des centaines de milliers sur elles. On pourrait presque comparer ça, alors ça n'a rien à voir, mais tellement c'est microscopique, on pourrait presque comparer ça à des microbes. La plupart du temps, c'est invisible. Heureusement, la personne qui en a 10 000 sur elle, elle s'en rend pas compte. Mais les 10 000 sont sur un endroit précis du corps qui va créer un blocage, qui va créer une douleur récurrente, certaines fois une maladie, une problématique qu'on va pas arriver à résoudre, même avec médicaments, interventions et tout ce qui est possible, en tout cas tout ce qui est à notre portée au niveau logique et rationnel, ça ne va pas suffire, ça ne va pas fonctionner. Ou alors, ça va occasionner tellement de souffrance parce que, par exemple, l'opération va mal se passer ou ne feront pas cet effort-là, tant que nous ne ferons pas ce travail-là, eh ben, elles resteront et probablement qu'elles restent de vie en vie parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui en ont beaucoup sur elles-mêmes et je pense pas qu'on puisse accumuler autant de dettes karmiques en une seule vie. Donc, clairement, on les garde de vie en vie tant qu'on les a pas libérées, comme l'ensemble de nos karmas d'ailleurs. Voilà. Une deuxième chose, ou plutôt une troisième chose au sujet des mécanismes du karma, c'est les matrices involutives. Donc les matrices involutives, ça fonctionne un petit peu comme une mémoire karmique, c'est-à-dire que ça va induire en nous un certain type de ressenti, un certain type de comportement, mais en général, c'est plutôt des schémas de pensée, de paroles ou d'actes qui tournent en boucle. Et peu importe comment on se comporte, peu importe les efforts qu'on va faire, les événements vont toujours se représenter. Et là, on parle uniquement de matrice involutive, donc d'événements négatifs. Donc, on va essayer, une fois qu'on aura compris ce schéma de répétition, on va essayer de se positionner différemment, d'agir différemment. Le résultat sera toujours le même, parce que tant qu'on est connecté à ces matrices involutives, elles vont réinformer notre psyché, notre corps émotionnel et même notre corps physique dans ces systèmes de boucles qui vont nous faire en général agir de façon négative envers nous-mêmes, mais également envers les autres. Les matrices involutives ont pour but de nous faire énormément de karma, afin que nous soyons véritablement noyés sous les différentes couches de karma et que nous puissions, ou que ce soit très difficile d'avoir accès à notre soi supérieur et à la hiérarchie divine en général, puisque ces matrices involutives vraiment nous enferment dans des cercles vicieux qui abaissent nos vibrations, descendent notre taux vibratoire et rendent très difficile l'accès aux énergies positives, un état d'esprit positif, un ressenti même émotionnel positif. Elles vont avoir tendance à nous tirer toujours vers le bas et nous faire générer le maximum de karma. C'est le but de ces matrices involutives. Donc, les libérations que je propose incluent la libération des matrices évolutives correspondant aux mémoires qui sont déprogrammées et aux entités karmiques qui sont libérées. Et pour contrebalancer l'aspect un peu sombre de tout ça, j'ai également rajouté la reconnexion à nos soi supérieurs et à nos familles d'âmes du plan karmique qui est libéré, puisque j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Mais il n'y a pas que le karma sur le plan terrestre qui nous impacte. Nous sommes impactés par l'ensemble des karmas que nous avons générés, que ce soit nous ou nos lignées, sur les différents plans d'incarnation, les différents plans de conscience que notre âme a expérimentés depuis l'origine, si je puis dire, depuis la séparation avec la source, et jusqu'à arriver sur le plan terrestre.
Voilà. Et nous sommes impactés par l'ensemble de ces karmas. Donc, libérer le karma terrestre, c'est très très bien, mais il y a également le karma galactique, le karma divin, le karma intergalactique et bien d'autres plans encore desquels il faut se libérer afin de pouvoir retrouver la paix et l'unité de façon durable. Pas que ce soit un petit peu en dents de scie ou sur le moment on se sent très bien et après ça revient. Tant que ça revient, même si c'est des problématiques différentes, c'est qu'il reste des choses à libérer. Voilà, donc maintenant je vais un petit peu expliciter. Vas-y Caroline, est-ce que tu avais... Alors, j'ai quelques questions. Alors, une question de Marie-France. Peut-on avoir des liens karmiques avec nos maîtres du Dharma? Bonne question, et la réponse est oui. Alors, nous avons pu tout à fait dans le passé, et c'est quasiment le sujet de mon atelier, nous avons pu dans le passé, tous autant que nous sommes, déjà, une des choses très importantes que j'ai pas encore dit et qu'il faut absolument que je dise, c'est qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ce que nous avons pu faire dans nos vies antérieures. Pour l'âme, tout est expérience, et afin qu'elle puisse évoluer, elle a besoin d'expérimenter l'ombre et la lumière. Alors, une des chimères dans lesquelles il ne faut pas tomber, c'est que tous autant que nous sommes, nous avons tous eu des vies où nous étions dans l'ombre et des vies où nous étions dans la lumière. Personne n'a été, comme je dis de temps en temps, la blanche colombe du début jusqu'à la fin, surtout qu'on parle de centaines, voire de milliers d'incarnations, si on compte les différents plans d'incarnation. Donc forcément, à un moment ou à un autre, il y a eu des choses qui ont mal tourné, on va dire. Voilà. Et par rapport au maître du Dharma, au seigneur du Dharma, comme tous les autres êtres des hiérarchies divines qui nous envoient et qui sont les gardiens d'enseignements spirituels et d'énergie, si nous avons mal utilisé leurs enseignements, même si c'était il y a 100 vies, si nous, dans 100 vies antérieures en arrière, si nous avons mal utilisé leurs enseignements à un moment ou à un autre, l'accès à eux et à leurs énergies va être bloqué, ou il va être vraiment très amoindri. Certaines fois, si nous avons vraiment déformé des enseignements spirituels et qui se sont répandus dans le monde, eh ben, nous n'avons plus l'autorisation d'utiliser telle ou telle énergie et tel ou tel enseignement tant que nous n'aurons pas rectifié notre karma. En rectifiant notre karma, nous réparons nos erreurs. Je vais en parler dans 2 minutes de la technique de rectification karmique puisque c'est celle que j'utilise. Et en rectifiant nos erreurs, nous avons à nouveau le droit d'utiliser tel enseignement ou énergie vis-à-vis de laquelle nous avons pu, ou avec laquelle nous avons pu créer du karma dans le passé. Donc, la réponse est oui. Alors, merci pour ta réponse. Vu que tu as parlé de l'atelier, donc je vais publier ton offre. Donc, ton atelier, pour ceux qui sont intéressés, ce sera le jeudi 30 juin à 20h30. Le thème, ce sera soins de libération karmique pour améliorer notre connexion avec le divin. Donc, vous aurez 2 versions, la version non téléchargeable et la version téléchargeable. Vous aurez le paiement 1 fois ou 2 fois. Vous pourrez aussi vous inscrire à tout moment sur le site de l'académienouvellevie.com, rubrique replay, ou si vous nous regardez sur YouTube en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif sous la vidéo. Donc, je te laisse développer ce que tu vas présenter à ton atelier. Merci Caroline. Avec plaisir. Donc, il faut savoir que, pour reprendre l'exemple des enseignements spirituels, beaucoup de personnes qui réalisent des stages ou des formations, une fois qu'elles vont avoir réalisé leur stage et leur formation, même si cela les a passionnés, elles ne vont plus jamais ouvrir le manuel ou elles ne vont plus jamais se servir de ces énergies. Dans la grande majorité des cas, même si c'est de façon inconsciente, c'est parce que ces personnes-là n'ont plus le droit d'utiliser ces enseignements et ces énergies, parce que comme je l'ai dit plus tôt, elles ont fait des erreurs avec dans leur vie antérieure. Et potentiellement, on a tous, à un moment ou à un autre, fait des erreurs avec les enseignements spirituels. Donc, ces personnes-là, malgré qu'elles auront payé la formation complète, qu'elles auront été assidues, qu'elles auront fait des efforts, elles vont plus jamais s'en servir. Donc, le but de cet atelier, entre autres, c'est de rectifier les erreurs que nous avons pu faire vis-à-vis des enseignements spirituels. Je vais également transmettre lors de cet atelier la rectification de votre lien karmique vis-à-vis de vos guides, des archanges, des maîtres ascensionnés et des Elohim. Je n'ai pas eu le droit d'aller plus haut dans la hiérarchie divine, mais je pense que c'est déjà un bon début. Et surtout, lorsqu'il y a eu du karma vis-à-vis de tel être, même si c'est un être très élevé dans la hiérarchie divine, la communication va pas très bien se passer. Même si on l'appelle, en général, même si c'est un être très très connu, comme par exemple l'archange Métatron,
même si on le connaît, on sait qu'il existe, on connaît son nom, on va toujours oublier de l'appeler. Voilà, parce que les archanges ne nous font pas sentir, et même les autres aides de la hiérarchie divine, ils nous font pas sentir sur nos épaules le karma, la culpabilité, tout ça, pas du tout. Mais ils vont un peu nous effacer la mémoire, et du coup, on pensera jamais à les appeler, même dans les situations où on aurait besoin d'eux, parce que, par exemple, on va avoir besoin de la protection ou de couper les liens négatifs en faisant appel à Archange Michael. À ce moment-là, on va avoir besoin de couper les liens négatifs avec des personnes, mais c'est comme s'il disparaissait de notre esprit. On va oublier totalement qu'il est là. Voilà. En plus, donc, de ces rectifications karmiques qui vont vous permettre de clarifier votre lien, votre canal intuitif, afin de mieux capter les énergies et les informations venant de vos guides, des archanges, des maîtres ascensionnés, des Elohim. J'ai rajouté également un soin avec les 12 rayons multidimensionnels, qui sont des rayons très peu connus, que j'ai canalisés il y a quand même maintenant au moins 3 ou 4 ans. Et ce sont des rayons qui, comme leur nom l'indique, agissent au niveau multidimensionnel. Donc, je les appelle les 12 rayons multidimensionnels, mais c'est plus 12 fois 12 plans, donc 12 fois 12 rayons, 144 rayons. Et donc, ce soin avec les énergies des 12 rayons multidimensionnels, vraiment est à la fois très profond et très doux, parce que le ressenti dont la plupart des personnes à qui j'ai pu faire ce soin me parlent, c'est vraiment d'être englobé dans un cocon, de sentir vraiment bien, d'être, voilà, on va dire coucouné, mais en même temps, ce sont des énergies très douces, mais très profondes et très puissantes. Voilà, donc je pense que, en plus des libérations karmiques, ça va permettre un peu de fluidifier aussi ces libérations karmiques et apporter de la douceur là-dedans. En parlant de douceur, j'ai eu l'autorisation de demander la réactivation, plutôt l'activation du dharma par rapport aux enseignements spirituels, également vis-à-vis des archanges, des maîtres ascensionnés, des Elohim et de vos guides. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué avant, le dharma, c'est les bonnes choses que nous avons fait, y compris avec les enseignements spirituels. Donc à ce moment-là, vous allez bénéficier, peut-être, parce que ça se manifeste de façon différente pour chacun, de techniques, d'enseignements, d'énergie ou de pratiques qui vont vous revenir spontanément ou presque, des fois dans les jours qui viennent, par exemple, dans les jours qui vont suivre cette activation dharmique, et qui du coup vont vous permettre d'avoir accès à des connaissances que vous avez déjà maîtrisées dans d'autres vies et que vous avez bien utilisées dans vos vies antérieures, ce qui fait que du coup, ces connaissances font partie de votre dharma et pas de votre karma. Merci beaucoup Jean-Frédéric. Avec joie. Alors, j'ai quelques questions si tu veux, ou tu veux d'abord continuer un peu? Eh ben vas-y, moi j'aime bien l'interaction, donc je t'en prie. Allez. Alors, Francine, quelle est la différence entre les rayons multidimensionnels et les rayons sacrés? Comme je l'ai un petit peu dit, les rayons sacrés, on va dire que c'est les rayons de la Terre. Même s'il y en a qui viennent de plans beaucoup plus élevés, viennent tous même de la source, mais c'est ceux qui sont spécifiques au plan terrestre, même s'il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que les 12 rayons sacrés. Les 12 rayons multidimensionnels, comme leur nom l'indique, c'est des rayons qui sont transdimensionnels, ils couvrent un périmètre beaucoup plus large que seulement le plan terrestre. Et du coup, ils vont nous permettre de nous libérer également de certaines choses sur d'autres plans que le plan terrestre et dans nos différents corps. Mais bon, les rayons sacrés agissent également sur nos différents corps, mais on va dire au-delà des 7 corps. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une autre question de André. Qu'est-ce qui provoque la séparation avec la source? Très très bonne question. Selon mes connaissances actuelles, il y a 2 choses que j'ai pu voir un grand nombre de fois. Et il y a plusieurs degrés de séparation avec la source. La première, on va dire que c'est l'envie de l'âme d'expérimenter l'incarnation, tout simplement. Donc, ça crée quand même une séparation que certaines âmes vont vivre vraiment très mal, alors que c'est elles-mêmes qui l'ont choisi. Le fait de se sentir éloigné, parce que oui, c'est quand même une séparation malgré tout, on sort du giron divin, on sort de la source. Donc le fait de se sentir éloigné, elles n'avaient pas prévu ce qu'elles allaient ressentir, elles n'avaient pas prévu ce que ça allait leur faire, et du coup, ça va générer une blessure de l'âme. Et d'autres fois, c'est un peu plus bas, c'est déjà quand l'individu, l'âme, était incarné dans des plans de conscience, mais plus élevés que la Terre, par exemple, le plan céleste, dont je parlerai un peu plus tard, qui correspond au plan des anges, des archanges et des maîtres ascensionnés. Et là, ça rejoint des choses qui font partie de l'histoire de l'humanité, qui ont véritablement existé. Par exemple, la rébellion des anges déchus. Voilà. Quand
alors qu'on fait partie du royaume céleste et qu'on est censé travailler en communion avec nos frères et sœurs célestes, mais également selon la volonté du Créateur originel, et ben si on lui désobéit, qu'on n'est pas d'accord, et ben on se retrouve séparé de lui, on se retrouve exclu de ce plan. Voilà, ce plan-là, tous les êtres qui y résident sont très heureux de réaliser la volonté du Dieu Père Mère Créateur, mais il n'y a pas véritablement de libre arbitre, où le libre arbitre est très très restreint. Si on veut expérimenter le libre arbitre, on vient s'incarner sur Terre ou sur des plans galactiques ou sur encore plein d'autres plans qui existent où il y a le libre arbitre. Mais dans certains plans, il n'y a pas de libre arbitre. On est un peu comme des abeilles, on est des ouvriers du Seigneur, on travaille pour la ruche. Voilà, grosso modo. Et s'il y a une abeille qui veut plus travailler pour la ruche et qui veut travailler pour elle-même, et ben à ce moment-là, elle va dans l'endroit spécifique pour ça. Merci beaucoup. Alors, une autre question de Laure. Qu'en est-il des relations amoureuses lorsqu'on a un lien karmique avec la personne? Alors, c'est ce qu'on appelle les relations karmiques. Donc, souvent, ça peut être toxique. Parce que si le karma est trop important, c'est un peu comme dans les liens familiaux que je disais tout à l'heure. Si le karma est supérieur à l'amour, c'est le karma, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais entre guillemets, qui va gagner, si je puis dire. Et la relation va mal se passer, mal se terminer. Si l'amour est plus important que le karma et que l'amour qu'on a pour la personne nous permet de passer au-dessus de ces blocages karmiques, de ces peurs, etc., là, à ce moment-là, on va transcender ce lien karmique par l'amour, quelque part. Et l'exemple le plus commun, entre gros guillemets, de ça, c'est les relations flammes jumelles. Puisque les flammes jumelles se sont connues dans plein d'autres vies avant de se retrouver ici. Et quand elles se retrouvent, il y a le dharma qui se réactive, mais il y a le karma aussi. Et il y a en général beaucoup de karma entre les flammes jumelles. Donc, la relation flamme jumelle est vraiment l'une des relations qui nous oblige, si on souhaite la poursuivre, à aller au-delà de nos liens karmiques, au-delà des blocages karmiques. Mais effectivement, un lien karmique dans une relation amoureuse, ça va rendre la relation amoureuse très challengeuse. Ça va nous obliger à sortir de nos zones de confort. Mais encore une fois, il faut que l'amour soit suffisant. Si l'amour n'est pas suffisant et qu'on est juste en train de continuer à alimenter un conflit que nous avons eu avec cette âme, avec qui nous sommes en couple dans cette vie-ci, dans une, voire plusieurs de nos vies antérieures, là, à ce moment-là, il vaut mieux couper les ponts et prendre de la distance. À partir du moment où vraiment ça devient toxique, je pense qu'il vaut mieux prendre de la distance. Il y a d'autres façons de libérer le karma de nos jours qu'en souffrant, en vivant des choses dures et difficiles à travers une relation amoureuse, par exemple. Merci pour ta réponse. Alors, une autre question de Esmeralda. Est-ce que mon premier fils parti bébé me ferait payer mon karma dans cette vie? Alors, ce qui me vient, parce que c'est des questions délicates et je me permettrai pas de répondre tout seul, donc j'utilise ma guidance. Ce qui me vient, c'est que la réponse est non. Par contre, ce genre d'expérience peut lui permettre à lui d'évoluer au niveau de son âme et de passer un, voire plusieurs caps ou plans pour aller encore plus haut et pouvoir faire encore beaucoup d'autres choses. Certaines fois, les êtres qui partent très tôt, très rapidement comme ça, ils avaient juste besoin de faire un tout petit tour ici pour libérer une partie de leur karma, afin que quand ils remontent là-haut, pouvoir aller plus loin que les plans et les possibilités qu'ils avaient accès avant cette incarnation. Merci beaucoup. Alors, une dernière question et après je te laisse continuer. Alors, une question de Céline. Bonjour, je suis flamme jumelle. Apparemment, j'ai des nœuds karmiques avec mon jumeau. Comment les identifier et les libérer? Merci. Alors, c'est une très bonne question. Les identifier, souvent ce qui permet d'identifier un nœud ou un blocage karmique, ça va être le côté répétitif de la situation. C'est des choses qui vont se répéter, même si on essaie d'agir différemment, même si on en a parlé plusieurs fois avec la personne, les mêmes schémas les mêmes situations vont se reproduire encore et encore. Et surtout, elles appuient à chaque fois sur une corde sensible, sur une blessure, souvent une blessure de l'âme. Donc, ça va nous blesser profondément. Même si l'autre n'en est pas conscient, ou même si l'autre ne fait pas exprès, et même si d'autres personnes qui n'auraient pas ce blessure-là, ça leur ferait quasiment rien ou pas grand-chose. Donc,
quand c'est des situations qui se répètent et que vraiment on a l'impression que ça touche quelque chose de profond en nous, que ça fait écho, que ça résonne et d'une façon qui nous blesse, grosso modo, on peut dire que c'est probablement un nœud karmique. Voilà. Après, comment les libérer? C'est très compliqué parce que selon ma compréhension des choses à l'heure actuelle, ça changera peut-être dans les années à venir. Les libérations karmiques ne peuvent pas s'improviser. Si on ne sait pas ce qu'on fait, qu'on n'a pas les autorisations d'agir, de travailler avec, par exemple, les seigneurs du karma ou d'autres membres de la hiérarchie karmique, ça va être l'inverse qui va se passer. Au lieu d'être libéré, on va avoir une couche qui va nous être ajoutée parce que on a pu déjà potentiellement forcer les choses ou faire des erreurs avec les enseignements spirituels, par exemple. Et là, pour là-haut, ça veut dire qu'on n'a toujours pas compris la leçon et qu'on répète les mêmes erreurs. Donc, ils nous mettent double addition, si je puis dire. Voilà. Donc, disons que je pense que, malgré tout, le dialogue, la compréhension peuvent aider à libérer beaucoup de choses. Mais suivant la profondeur des mémoires et du karma, ça ne suffira pas. Vous pouvez faire appel à la flamme violette. Vous pouvez utiliser le Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, c'est un petit peu, pour ce qui est vraiment du karma lourd, c'est un peu comme si on essayait de creuser une montagne à la petite cuillère. Donc ça va fonctionner. Il va y avoir des choses qui vont s'enlever, mais il faut pas hésiter à répéter le Ho'oponopono des fois pendant des heures, voire des jours, voire des mois pour une même situation. Je pense que c'est plus facile, plus pratique et efficace d'aller voir quelqu'un qui travaille dans le karma et qui sera à même de vous aider à vous libérer plus facilement. Après, dans ce cas-là, il faut que les deux soient conscients de ça, que les deux soient dans cette démarche, parce que, quoi qu'il arrive, il ne faut pas enfreindre la loi du libre arbitre, même avec les meilleures intentions du monde. Si nous faisons ingérence sur le libre arbitre des autres, nous allons générer du karma encore. Merci Jean-Frédéric, je te laisse continuer. Merci à toi Caroline. Avec plaisir. Donc à présent, maintenant, je vais un petit peu aborder certains membres de la hiérarchie karmique. Je vais pas vous parler de tous ceux que je connais, ça ne servirait pas à grand chose. Je vais vous parler, de ceux qui sont, selon ma compréhension des choses, le plus présents à nos côtés. Donc, il y a tout d'abord les seigneurs du karma. Les seigneurs du karma supervisent nos libérations et ils supervisent également la charge karmique que nous sommes capables de supporter et de transmuter. Voilà. C'est eux qui donnent leur accord pour que nous obtenions certaines libérations. Et, grosso modo, vraiment, ils veillent à que ces libérations se placent avec le plus de douceur et de fluidité possible, même si bien souvent c'est intense et que certaines fois les libérations karmiques peuvent même faire un petit peu mal physiquement. C'est pas toujours agréable, mais la libération et la paix qu'on ressent à l'issue de ces déprogrammations, on comprend, on va dire, que le jeu en valait la chandelle une fois qu'on est passé par ces épreuves-là. Ensuite, il y a les seigneurs akashiques. Donc les seigneurs akashiques, ce sont les gardiens des bibliothèques akashiques, parce qu'il y en a plusieurs. Et donc les bibliothèques akashiques sont des bibliothèques quantiques dans lesquelles il y a donc probablement des milliards et des centaines et des milliers de milliards de livres qui correspondent à nos annales akashiques, qui correspondent à l'ensemble des pensées, paroles et actes que nous avons eus dans l'ensemble de nos vies antérieures sur tous les plans d'incarnation. Donc, cette bibliothèque quantique, quand on veut avoir des informations, les personnes qui font par exemple des lectures akashiques ont accès de façon plus ou moins directe à notre livre karmique, si je puis dire. Et du coup, quand il y a vraiment quelque chose dont on a besoin d'avoir des indices, comprendre une situation plus profondément, le fait d'avoir accès à ces informations de façon précise va nous aider à comprendre pourquoi on a encore à vivre ça, comprendre ce que ce traumatisme que nous avons fait aux autres, qu'on nous a fait à nous-mêmes, nous fait ressentir, nous induit comme comportement en nous, et du coup, on va pouvoir s'en libérer. Et voilà, grosso modo, d'après ma compréhension des choses, c'est ça. Ils nous permettent d'avoir accès aux informations, peu importe la façon, ça peut être par clairaudience, par clairvoyance avec des images de scènes de vie antérieure, par exemple, par clair ressenti avec des fois, comme nos guides communiquent avec nous, par exemple des frissons quand on tombe sur quelque chose, on se rapproche du but, ou même carrément la douleur physique certaines fois. Voilà, donc les seigneurs akashiques
sont très très importants dans la hiérarchie karmique. Le troisième que j'aimerais vous parler, beaucoup moins connu, c'est le gardien du karma. Donc, d'après mes informations actuelles, il y a un gardien du karma par famille d'âme, et c'est lui qui supervise les libérations karmiques de l'ensemble de la famille d'âme. Il coordonne tout ça pour que ça se passe avec le plus de fluidité possible. Voilà. Enfin, pour finir, par rapport à ce que je vais vous dire ce soir sur la hiérarchie karmique, il y a ce qu'on appelle le conseil karmique. Donc, le conseil karmique, lorsque nous avons compris certaines leçons, lorsque nous avons fait certains efforts pour compenser ou comprendre les situations que nous avons générées et qui créent les blocages de notre vie présente, ce conseil karmique va siéger exprès pour nous, et en fonction de ce qui va être décidé par l'intermédiaire de ce conseil karmique, les libérations vont être accordées ou non, des possibilités vont être ouvertes ou pas, certains contrats d'âme peuvent même du coup être rendus caducs à la suite de ces conseils karmiques, d'autres peuvent être créés à la suite de ces conseils karmiques. Donc c'est vraiment ce conseil qui supervise la vitesse de nos libérations, la profondeur de nos libérations, et même si certaines de nos libérations vont être acceptées ou pas. Voilà. Si c'est refusé par le conseil karmique, on n'en entend pas parler, mais ça ne se passera pas dans la matière. Voilà donc pour la hiérarchie karmique, les êtres qui, selon moi, sont le plus présents à nos côtés et participent le plus à ces libérations karmiques. Voilà. Maintenant, je vais aborder brièvement la technique que j'ai canalisée de libération karmique. Donc, cette technique, quand c'est ciblé sur quelque chose de précis, un domaine particulier, un lien particulier, c'est la technique de rectification karmique. Donc, c'est véritablement comme si la personne retournait dans le passé, dans ses vies antérieures, et au lieu de faire quelque chose de négatif, elle ne fait rien, ou elle fait même certaines fois quelque chose de positif. Par exemple, j'ai eu accès à certaines visions lors de certains nettoyages, depuis 5 ans que je fais ces libérations maintenant, et il y avait une personne qui avait, j'avais vu qu'elle avait par exemple, c'était pas un exemple, j'avais vu qu'elle avait envoyé un couteau sur une personne, et c'était ça qui avait créé un certain lien karmique, une certaine dette karmique. Là, à la suite de ces rectifications, ce qui sortait de sa main, au lieu que ce soit un couteau, c'était une rose. Du coup, ce karma-là n'avait jamais existé. Du coup, l'entité karmique avec qui la personne était reliée à cause du lien karmique a pu être libérée et a pu retrouver la paix. Et donc, la personne également a pu être libérée de cette charge karmique et des problématiques que les mémoires karmiques, les matrices involutives et les entités karmiques pouvaient lui créer en correspondance avec ce qu'elle avait pu faire dans cette vie-ci. Voilà, donc c'est véritablement comme si on retournait dans le passé, rectifier les choses. Alors ça ne rectifie pas tout. Ce que je veux dire, c'est que ça rectifie les choses au niveau énergétique, et du coup, on peut s'en libérer au niveau énergétique, mais également au niveau physique. Voilà. Et du coup, le fait de libérer certaines choses dans le passé vont nous ouvrir à des possibilités. Il y a des domaines de nos vies qui sont bloqués, un peu comme les enseignements spirituels tout à l'heure, on n'a plus le droit de les utiliser. Il y a des domaines de nos vies qui sont bloqués par le karma. Ça peut être n'importe quel domaine, et en général, c'est des domaines assez importants. Donc, ça peut être tout à fait le domaine amical, amoureux, professionnel, familial, où on va être systématiquement dans des situations difficiles. Ça peut être également l'accès à l'abondance. Ça peut être aussi l'ancrage, tout simplement. Ça peut être également un mental qui ne nous laisse jamais en paix, qui nous harcèle, qui nous critique, qui nous rabaisse. En général, c'est qu'il est relié également à certaines entités karmiques qui nous font payer les dettes que nous avons vis-à-vis d'eux de cette façon-là. Voilà, ça peut être aussi au niveau émotionnel avec des crises d'angoisse ou des choses comme ça. Ça peut se manifester vraiment de plein de façons différentes. Et en rectifiant la situation qui a créé cet état présent dans le passé, nous libérons les traces dans le présent et nous pouvons nous émanciper de tout ça. Nous pouvons réussir à atteindre des objectifs que nous n'aurions jamais pu atteindre si nous n'avions pas libéré le karma qui bloquait le passage dans certains domaines de notre vie. Donc voilà, donc ça c'est pour, si je puis dire, la version ciblée de cette technique de libération karmique. La version beaucoup moins ciblée, beaucoup plus générale et globale, c'est le nettoyage karmique de l'ensemble de nos vies antérieures,
de l'ensemble du karma que nous avons généré dans nos vies antérieures à hauteur minimum de 51%, mais des fois, ça peut aller bien plus, vers 60, 70, 80%. Il nous est pas demandé d'atteindre le 100% pour pouvoir continuer notre chemin d'évolution dans les plans supérieurs. Ce qui nous est demandé, par contre, au niveau personnel et transgénérationnel, c'est de libérer au minimum 51% de notre karma. Voilà. Alors, ça suffit pas, hein. Il faut également faire le maximum pour réaliser sa mission de vie. Mais la libération à hauteur de 51% du karma personnel et transgénérationnel entre en ligne de compte dans les tâches que nous devons accomplir ici-bas avant de pouvoir ascensionner, passer à un niveau de conscience plus évolué. Donc, j'ai un petit peu fini par rapport à la première partie de cette conférence. Est-ce que tu as déjà d'autres questions, Caroline, ou est-ce que je continue? Alors, Françoise, pourquoi la libération karmique fait tant souffrir? Il y a beaucoup de résistance. Le problème, et c'est pour ça que je vous invite à pas jouer avec le karma, si vous n'avez pas les autorisations et que vous ne savez pas quoi faire, parce que il y a énormément de facteurs dans le karma. Il suffit qu'on en oublie un, et la libération, si elle se fait, va se faire des fois dans vraiment des douleurs et des situations qui vont être très difficiles, qui à la suite de ces épreuves nous permettront d'être libérés. Il y a énormément de facteurs. Moi-même, je me suis fait avoir, il y a quelque temps. C'est que si on transmet une libération karmique à quelqu'un sans avoir rectifié le karma que la personne a eu vis-à-vis des maîtres du plan qu'on nettoie, par exemple le plan galactique, qui est un plan de conscience, un plan d'incarnation, mais différent du plan terrestre. Il n'y a pas toujours besoin d'un corps physique dans les plans galactiques. Et ben, si on demande la libération karmique pour cette personne sans avoir rectifié, sans avoir demandé la rectification du karma, du lien karmique avec les maîtres galactiques, et ben, les maîtres galactiques, ils vont faire en sorte qu'on la sente bien passer, cette libération, et que la personne expérimente effectivement des blocages, des difficultés à se libérer de tout ça, parce que ces êtres-là se disent, attends, elle va être libérée du karma qu'elle a fait sur ce plan-là, mais elle va pas prendre conscience et libérer le karma qu'elle a fait vis-à-vis de nous, qui sommes une partie de la hiérarchie qui gère ce plan-là. Donc ça va pas. Voilà, c'est un exemple, mais il peut y avoir plein d'autres facteurs que toutes les personnes qui proposent des libérations karmiques ne connaissent pas, ne prennent pas forcément en compte. Et là, certaines libérations, du coup, vont être très difficiles à obtenir. Et même si on les obtient, ça sera au prix, des fois, de pas mal de souffrances. Alors, merci beaucoup. Pauline, est-ce que les nouveau-nés d'aujourd'hui peuvent naître sans karma? Alors, c'est une bonne question qui va me permettre de rebondir. À ma connaissance, non. Je pense que dans un futur, ça arrivera, mais ce sera probablement quand la Terre aura ascensionné et que beaucoup de choses auront évolué sur Terre. Tout simplement, mais ça, je reviendrai en toute fin de conférence sur la situation actuelle d'un point de vue karmique. Ça fera partie de la conclusion. Mais à ma connaissance, pour l'instant, non. Les enfants naissent avec du karma. Ils se réactivent en général à partir de l'âge de 7 ans. Moi, je sais que je n'ai pas l'autorisation de faire de libération karmique sur des enfants de moins de 7 ans. Bon, peu de gens demandent ce genre de choses, mais ça peut arriver. Et souvent, ça, c'est pas possible avant 7 ans. Et donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, et c'est pareil pour tout le monde, que l'on grandit, que l'on évolue, de plus en plus de karma se réactive. Et c'est pareil pour le karma personnel comme transgénérationnel d'ailleurs. Alors, merci pour ta réponse. Une autre question. Alors, Joseph, en ayant une dette karmique, disons financière, tout ce que je peux entreprendre dans un domaine financier, je peux dire que tout part à l'eau? Suivant la profondeur et la charge de cette dette karmique, oui, effectivement. Ça peut être un facteur de sabotage de la réussite ou de l'abondance, par exemple, dans le domaine financier. Et c'est pareil dans tous les domaines. Alors, merci. Je vais prendre une dernière question avant que tu continues. Alors, Martine, mon grand-père paternel que je n'ai jamais connu, ma grand-mère maternelle et mon père, après leur mort, se sont accrochés à moi. Je n'ai jamais su pourquoi. Pensez-vous que c'est karmique? Probablement, parce que là, ça fait quand même beaucoup. Mais ce que je perçois, c'est que peut-être c'était une tentative
d'attirer votre attention pour que vous fassiez quelque chose pour eux. Parce que notre famille, quand les gens ne sont pas ouverts à la spiritualité, quand ils sont cartésiens, toute leur vie, ils vont rester focus sur leurs croyances et sur leur façon de faire, qui ne prennent pas en compte la réalité spirituelle. Mais quand ils passent de l'autre côté, là, ils se rendent bien compte qu'en fait, tout simplement, de la réalité du monde spirituel. Et là, à ce moment-là, s'ils ont vraiment rien fait alors qu'ils étaient censés, dans leur contrat d'âme qu'ils ont signé avant de s'incarner, libérer tel ou tel karma, ils peuvent être dans des situations difficiles. S'ils ont un karma lourd et chargé, ils peuvent se retrouver bloqués dans le plan astral pendant quelque temps. Des fois, ça peut durer très longtemps. Donc, ça peut être une tentative d'attirer votre attention pour que vous les aidiez. Voilà, c'est très, très, très compliqué, le karma transgénérationnel. Et l'impact que ça a sur nous est incroyable. C'est-à-dire, et ce que je vais vous dire là, c'est quelque chose de commun à énormément de lignées. Des fois, dans une même lignée, il y a des conflits, par exemple, entre le frère et la sœur. Ces conflits, en fait, si on pouvait avoir accès aux informations sur l'ensemble de notre arbre généalogique, nous pourrions voir qu'à chaque lignée, à chaque génération, peut-être une génération sur 2 ou sur 3, des fois ça saute des générations, il y a un conflit entre les frères et les sœurs. Et que c'est récurrent et que ça se propage dans la lignée et que ça continue. Et si on s'en occupe pas, ça continuera jusqu'à que ça devienne vraiment quelque chose de tellement physique dans la matière que ça crée des problèmes congénitaux, par exemple. C'est pareil pour les maladies qui se transmettent de mère en fille ou de père en fils. C'est d'ordre transgénérationnel. Quand il y a des conflits comme ça dans une même famille, c'est tout à fait possible que 2 arrière grands-pères qui sont fait la guerre ou qui ont été rivaux de leur vivant continuent cette rivalité par descendants interposés. Et là, à ce moment-là, on va avoir des pensées négatives vis-à-vis de la personne, on va plus supporter, on va pas supporter les moindres de ses faits, de ses gestes de façon disproportionnée, et on sera certain d'avoir raison d'être en colère contre lui ou de le haïr, parce qu'en fait, on est hacké par un ancêtre qui n'a pas pu monter, arriver à faire la paix avec les 2 ancêtres qui sont en guerre. Ça peut être également des membres de clans ou de familles différentes, voilà, vous croisez quelqu'un dans la rue, il y a une interaction négative directe, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous avez des a priori directement sur lui. Si vous l'avez pas connu dans une de vos vies antérieures et qu'il y a eu des interactions négatives, ça peut tout à fait être un membre de votre lignée qui a eu des interactions négatives avec lui dans le passé ou avec des membres de ses lignées également. Et donc là, c'est un peu l'histoire des vendettas et compagnie, et ça peut durer un paquet de temps. Merci pour tes réponses. Je te laisse continuer. Il fait chaud. Hein. Donc, maintenant, voilà, j'aimerais un petit peu tordre le cou aux idées reçues sur le karma. Donc, la première des choses, c'est vraiment que le karma n'est pas une punition, malgré ce qu'on pourrait croire, malgré ce que ça nous fait vivre en termes de situation, de lourdeur, etc. Le but du karma, le but ultime du karma, si je puis dire, n'est absolument pas une punition. Le but du karma est l'évolution. Il faut être honnête, si jamais il n'y avait pas de blocage karmique, qu'est-ce qu'on en aurait à fiche de ce que nous avons pu faire à quelqu'un que nous ne connaissons peut-être même pas dans cette vie-ci, il y a 30 000 ans, sur un plan cosmique ou intergalactique dont on se souvient même pas qu'on a été dessus. Clairement, personne n'irait faire cette démarche-là. Donc, ces liens karmiques, en nous maintenant reliés aux personnes, qu'elles soient incarnées ou non incarnées, va nous obliger, tôt ou tard, à force d'être bloqués, à force d'avoir des problématiques. C'est comme s'ils attiraient l'attention, qui nous tiraient le bras, qui nous disaient « Allez, viens, occupe-toi de moi un petit peu, occupe-toi de moi. » Puisque c'est en s'occupant de ces karmas, de ces liens karmiques, que ces êtres-là seront libérés. Donc le karma est vraiment pas une punition, parce qu'en plus, en faisant du tort aux autres, nous sommes coupés d'une partie de nous-mêmes. Et souvent, en même temps que ces traumas, que ces karmas qui ont été générés, nous sommes fractionnés et nous avons perdu une partie de notre âme, ce qu'on appelle les extensions d'âme, qui sont également reliées au karma. Et du coup, il nous manque une partie de nous-mêmes. Et la seule façon de récupérer cette partie de nous-mêmes, bien souvent, c'est de faire la paix vis-à-vis de l'être à qui nous avons fait du tort et qui a occasionné cette perte d'une partie de nous-mêmes. Donc vraiment, le but du karma, c'est l'évolution. Et ce qu'il faut savoir, et que j'ai découvert il y a maintenant quelques années,
J'ai cherché à résoudre les problèmes karmiques, les conflits karmiques entre des personnes incarnées, des personnes et des entités karmiques. Et ce qui fonctionne le mieux au final, c'est de faire la paix avec l'être à un tel niveau que le lien d'âme est reconstitué. À l'origine, nous étions tous reliés au niveau de l'âme, tous frères et sœurs issus du même créateur, donc il n'y avait pas de conflit entre nous, il n'y avait pas de guerre, et c'est sans ça, et c'est censé être comme ça que ça aurait dû continuer. Quand nous sommes coupés de quelqu'un, c'est le cas de le dire, quand nous avons eu des rivalités, etc. avec quelqu'un, le lien d'âme a été coupé. Et c'est un lien karmique qui vient se substituer au lien d'âme afin que les êtres puissent quand même rester reliés, même si c'est pas de la meilleure façon, pour qu'un jour ou l'autre, une des deux personnes vienne s'occuper de ce lien karmique, prenne sur elle de faire ce qu'il faut pour le libérer, et à ce moment-là, le lien d'âme va être reconnecté, recréé. Quand on reconnecte le lien d'âme, tous les liens karmiques sautent quasiment instantanément. Pour l'instant, c'est voilà la meilleure approche que j'ai trouvée, même lorsqu'il y a eu vraiment beaucoup de rivalité entre des êtres, comme je l'ai déjà dit, des fois depuis plein d'incarnations et même dans différents plans. Quand on reconnecte le lien d'âme, les liens karmiques sautent. Ces liens karmiques sont là pour nous rappeler qu'il fut un temps, à l'origine, il y avait un lien d'âme, et la vraie façon ultime de se libérer des liens karmiques, c'est de recréer le lien d'âme. Mais pour recréer le lien d'âme, il faut avoir libéré les karmas, déprogrammé les mémoires, pour que nous puissions enfin être en paix de façon définitive, à moins qu'on veuille à nouveau recréer ce type de situations qui sont pas faciles à gérer du tout. Donc voilà, pour le lien karmique, et pour, selon moi, le vrai rôle du karma. En même temps, le fait d'être obligé de prendre conscience et d'accepter notre karma, notre part d'ombre, je le redis, sans culpabilité. Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir de culpabilité ou de mal se juger par rapport à ce qu'on a pu faire. Nous étions une version de nous-mêmes totalement différente. La seule chose, c'est qu'il y a notre responsabilité karmique à prendre afin de pouvoir faire la paix et retrouver notre unité. Le karma nous oblige à voir en face nos parts d'ombre, à voir en face tout ce qui nous fait peur, à voir en face des choses que nous avons en nous et que nous aurions jamais voulu voir. Seulement, c'est faire l'autruche, c'est mettre la poussière sous le tapis. Nous sommes ombre et lumière. Nous pouvons faire les meilleures choses, nous aurons toujours une part d'ombre. Nous pouvons faire les pires choses, nous aurons toujours une part de lumière. La seule façon pour moi de trouver la paix, c'est d'unifier nos parts d'ombre et nos parts de lumière, la voie du milieu. Et là, à ce moment-là, nous ne sommes plus tout lumière, nous ne sommes plus tout ombre non plus. Nous sommes, je sais que j'ai déjà parlé de ça et les gens aiment pas trop, mais quelque part, nous sommes dans une sorte de gris métallisé qui est en paix avec l'ombre et qui est en paix avec la lumière et qui nous permet surtout d'être en paix en nous-mêmes. C'est le but, pour moi, de ce travail de libération karmique, entre autres, c'est d'arriver à retrouver le chemin de l'unité en purifiant et en unifiant nos parts d'ombre et nos parts de lumière, parce que quand nous avons mené des incarnations, nous étions dans l'ombre, nous avons fait du karma vis-à-vis de la hiérarchie de lumière. Quand nous avons été dans les incarnations où nous étions que lumière, nous avons fait du karma vis-à-vis de la hiérarchie de l'ombre. Et je vais pas rentrer trop dans le sujet parce que c'est pas le sujet de cette conférence, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Dieu Père Mère Créateur, le Créateur originel, utilise l'ombre et la lumière pour faire évoluer l'humain. Il y a certaines sorties de notre zone de confort, c'est la carotte et le bâton. Il y a certaines sorties de nos zones de confort que la carotte ne nous permettra pas de faire, que la lumière ne nous permettra pas de faire parce qu'il y aura des peurs, parce que ça se demandera trop d'efforts, etc. À ce moment-là, c'est un autre type de coaching. L'ombre, elle, va sortir le bâton et après quelques coups de bâton sur les fesses, là, on est prêt à sauter des obstacles qu'on n'aurait jamais sauté qu'avec la carotte. Voilà, donc par rapport à ça, pour moi, c'était important de le rappeler. Parce que c'est l'essence un petit peu de ce que j'ai pu comprendre jusqu'à présent et ce qui m'a permis de me libérer moi-même, même si ça continue, et de participer à la libération de plusieurs centaines, voire un bon millier de personnes depuis 5 ans. Donc, à présent, si c'est possible... ah oui, voilà, je vais dire une dernière chose parce que c'est très important aussi là-dessus. Sans karma, il n'y aurait pas de justice. Comme il y a le karma, il n'y a pas d'injustice. Tôt ou tard,
Et il n'y a pas besoin de se venger nous-mêmes. Tôt ou tard, la personne qui a créé un karma vis-à-vis de nous, ce karma lui reviendra dessus et elle paiera sa dette d'une façon ou d'une autre. Avant, souvent, c'était dans les vies d'après. Maintenant, par les temps qui courent, le karma que nous créons dans cette vie-ci a tendance à être quasiment instantané. C'est-à-dire, on envoie quelque chose à quelqu'un, ça va nous revenir directement. Avant, ça pouvait prendre du temps ou être dans une vie, dans la vie d'après. Maintenant, c'est plus comme ça. Parce que la Terre a prévu, est en train d'évoluer, d'ascensionner. Le plan divin a prévu que la Terre et l'humanité se libèrent de son karma. Donc, ça suppose qu'elle va pas en créer de nouveau. Pour pas en créer de nouveau, l'addition est en direct. Les dettes karmiques se règlent en direct dans cette vie-ci, la plupart du temps. Donc voilà, dernière chose par rapport à ce que je voulais expliquer aussi, c'est que lorsque on comprend que si une personne nous agresse spontanément, si une personne est injuste envers nous dans cette vie-ci, c'est que probablement, ou en tout cas, simplement d'imaginer, parce que c'est pas toujours le cas, mais simplement d'imaginer que dans une autre vie, c'est nous qui avons pu être à l'origine de ce conflit karmique, ça nous met instantanément dans un état d'être qui est beaucoup plus propice au pardon que le côté victime. Ah, pourquoi il me fait ça? Oh, le vilain méchant. Voilà. Et quand on est dans la posture de victime, on perd la volonté, la motivation pour faire ce qu'il faut pour libérer ses karmas. Voilà. Ensuite, tout simplement, je vais vous donner, même si on en a déjà pas mal parlé, je vais vous donner quelques indices pour reconnaître une situation karmique dans la vie de tous les jours. Voilà. Comme je l'ai dit précédemment, on a pu avoir des bonnes relations et des mauvaises en même temps avec la personne. Donc du dharma et du karma, et l'un peut se réactiver à tour de rôle. Donc on peut tout à fait commencer avec le dharma. Et là vraiment, on va être sur la même longueur d'onde, on va se comprendre au quart de centième, ça va être magnifique. Et tout à coup, les mémoires karmiques, le karma va se réactiver, et là, du jour au lendemain, on va plus se sentir bien avec la personne, on va trouver la personne injuste, on va être en colère contre la personne. Et ce qui peut vraiment vous permettre de reconnaître ce type de situation, c'est la puissance de ce que ça vous fait ressentir. Parce que lorsqu'une mémoire karmique se réactive, elle nous fait quasiment ressentir avec autant de puissance ce que nous avons vécu lors de l'événement qui a engendré cette mémoire karmique. Donc vraiment, ça va vous générer en vous des émotions et ou des pensées, en général ça va de pair, qui vont être disproportionnées par rapport à la situation. Il faut que vous arriviez à sortir de vous, voir en spectateur la situation, comme si vous étiez vraiment en dehors de cette situation, et vous demander si dans une autre situation avec quelqu'un d'autre, vous auriez agi pareil. Ou si la personne, si elle était avec quelqu'un d'autre que vous, elle aurait agi pareil. Voire même, dans d'autres situations similaires que vous avez vécues dans cette vie-ci, est-ce que vous avez ressenti les mêmes choses? Si c'est disproportionné fortement, si vraiment c'est quelque chose qui est presque plus fort que vous pouvez pas vous retenir tellement que vous avez de la colère contre cette personne, il n'y a même pas à chercher, c'est une situation karmique. Quelque chose d'autre qui pourra vous permettre de repérer une situation karmique, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres, c'est un schéma récurrent. Je l'ai déjà dit, mais si, peu importe les efforts que vous faites, les approches que vous avez, le résultat est toujours différent, même après vous êtes remis en question et avoir essayé plusieurs méthodes ou approches différentes, en général, c'est que c'est lié au karma. Et du coup, forcément, il n'y a qu'en travaillant sur le karma que vous allez pouvoir sortir de cette sorte de boucle, que ce soit au niveau des pensées, des émotions, mais également de vos relations, de vos certaines capacités et de vos interactions avec les autres en général. Donc maintenant, je vais vous parler des 12 plans karmiques. Donc à ce sujet, je vais vous expliquer un petit peu plus comment j'en suis arrivé là. Donc depuis environ 3 ans, j'ai commencé à former des personnes à ma technique de libération karmique. Et ces personnes-là, à leur tour, elles ont pu avoir accès, comme j'avais eu au préalable, accès à certains plans de conscience, à certains plans karmiques auxquels je n'avais pas accès. Donc jusqu'à il y a encore quelques mois, j'avais canalisé l'accès à 6 plans karmiques qui étaient comme une sorte de tronc commun. Il y a beaucoup plus que 12 plans d'incarnation, 12 plans de conscience ou 12 plans karmiques, mais il y en a 12 qui sont vraiment
un tronc commun pour toutes les âmes qui sont incarnées dans la matière. Il y en a qui sont incarnées dans plein d'autres plans, mais ces 12-là sont présents chez tout le monde. Et ces personnes que sont Michael, d'énergie pure arc-en-ciel, et Virginie, m'ont permis, en canalisant certains plans auxquels j'avais pas accès, et en échangeant ces informations avec moi, d'avoir accès à ces plans-là à mon tour, et de pouvoir compléter ma technique de libération karmique. Et du coup, maintenant, depuis quelques mois, ça fait vraiment pas très longtemps, j'ai pu avoir accès aux 12 plans karmiques qui sont, comme je l'ai dit, communs à tous. Et le fait d'arriver à libérer ces 12 plans permet de vous libérer définitivement de la majorité de votre karma. Voilà. Donc, comme je l'avais dit au préalable, on n'est vraiment pas impacté par le karma terrestre. Le karma terrestre, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, va impacter souvent le corps physique. Souvent, les libérations karmiques reliées au plan terrestre vont impacter directement notre corps physique. Le plan karmique terrestre, plus ou moins, on connaît un petit peu. Les problématiques essentielles, qu'on retrouve d'ailleurs sur tous les plans, ça va être les guerres, les jalousies, ça peut être aussi également tout ce qui va être magie, magie négative, mauvaise utilisation des enseignements des enseignements énergétiques, pardon. Ça peut être également tout ce qui va concerner la séduction, tout ce qui peut également concerner les blasphèmes, les pactes avec des entités. Enfin bref, c'est vraiment des problématiques qu'on a plus ou moins tous entendu parler et qui impactent l'humanité depuis des générations. Donc, en plus de ces libérations karmiques, j'ai rajouté la reconnexion au soi supérieur et aux familles d'âmes du plan qui est nettoyé. Parce que, bien souvent, on peut avoir aussi du karma ou un lien karmique vis-à-vis de notre soi supérieur et de nos familles d'âmes. Et ce lien karmique, encore une fois, va parasiter la connexion avec votre soi supérieur et votre famille d'âmes. Donc, en plus de nettoyer le plan complet, de rentrer dans certains détails pour certaines choses qui doivent être vraiment remontées à la conscience pour qu'elles puissent être libérées, j'ai rajouté aussi la reconnexion au soi supérieur et aux familles d'âmes correspondant au plan karmique qu'on nettoie. Voilà. Donc ça, c'est pour le plan terrestre. Le deuxième plan, c'est le plan galactique. Donc le plan galactique, c'est toujours pareil. Il y a toujours les guerres, les manipulations, le pouvoir, l'avidité, etc. Mais comme son nom l'indique, c'est vraiment relié. J'ai vu beaucoup de choses sur ces plans-là. On se croirait vraiment dans un film de science-fiction. C'est Star Wars. Il y a les vaisseaux spatiaux, les extraterrestres, les hautes technologies. C'est vraiment de cet ordre-là, sauf que comme d'habitude, ça n'a pas toujours été utilisé pour le mieux de tout le monde. Donc, en général, le plan karmique galactique est plus léger. On va moins sentir qu'il travaille sur notre corps physique. Par contre, il va travailler beaucoup plus sur le corps mental et sur le corps émotionnel. Ce qui revient bien souvent, en plus d'une amélioration de l'ancrage, mais ça c'est graduel à chaque libération karmique, puisqu'il y a vraiment un effet de miroir karmique. Ce qu'on a mal utilisé, par exemple dans nos capacités, si on a mal manifesté des choses dans la matière, qu'on a manifesté des choses négatives ou qui n'étaient pas en accord avec les plans divins, et ben dans les incarnations d'après, notre ancrage va être limité pour qu'on ne puisse plus manifester dans la matière les mêmes erreurs. Et pour avoir à nouveau accès à la capacité de manifester de façon le plus large possible, il va falloir rectifier ces erreurs. Et par rapport au plan galactique, il y a vraiment une notion une sorte d'un plan mental qui est relié à ce plan-là. Et quand on nettoie ce plan-là, dans la majorité des cas, c'est beaucoup plus facile de lâcher prise. Le mental se calme. Si vous avez un mental très agité, je vais pas vous dire que du jour au lendemain, c'est le vide complet. Non. Mais ça va être beaucoup plus facile pour vous d'arriver à apaiser votre mental. Ça va être même beaucoup plus facile pour vous de faire le vide, de méditer, et vous allez vous sentir, ça va être beaucoup plus facile de lâcher prise en général, tout simplement. Voilà en ce qui concerne le plan galactique. Ensuite, il y a le plan divin. Alors, le plan divin, comment moi je l'interprète, c'est ce qu'on a fait sur Terre en tant que prêtre, prêtresse ou avatar de divinité. Donc, avec un mental et un ego humain et des capacités et des énergies divines. Si vous voyez un peu le cocktail explosif que ça a pu être, souvent c'est relié aux périodes antiques. Égypte antique, Grèce antique, Inde, etc. Donc c'est souvent des choses qui remontent à très longtemps, mais qu'on est relié à ce type de karma, là pour le coup ça nous impacte au niveau du corps physique, mais également au niveau des corps énergétiques.
et ça va participer à nous interdire l'accès à certains enseignements et certaines énergies parce que nous les avons mal utilisés à cette époque-là. Voilà. Ensuite, le quatrième plan est le plan intergalactique. Donc le plan intergalactique, j'ai pas grand-chose de plus à vous en dire. C'est un peu comme le plan galactique. Donc les vaisseaux spatiaux, c'est vraiment comme un film de science-fiction, mais à une échelle plus large, puisque comme son nom l'indique, il n'y a pas que notre galaxie. Il va y avoir aussi des expériences que nous avons pu vivre dans d'autres galaxies. Ensuite, il y a le plan cosmique. Le plan cosmique est un petit peu, c'est pas un petit peu, il est imbriqué avec les 4 autres plans que j'ai cités auparavant. Il fait à la fois la périphérie, mais il est en même temps imbriqué avec les autres, interrelié avec les autres. Donc, il y a des libérations, même sur le plan terrestre, galactique, divin ou intergalactique, qui seront accessibles qu'après ou que pendant que vous réalisez la libération du plan cosmique. Parce que justement, il est interrelié aux autres. Ensuite, on redescend sur Terre, il y a le plan intraterrestre. Donc, le plan intraterrestre, lui, comme son nom l'indique, il est relié aux êtres de l'intraterre. Il est relié également aux anciennes civilisations comme l'Atlantide, l'Agartha, la Lémurie, voilà, des choses qui remontent encore plus dans le passé. Et souvent, il est relié également au moment où il y a eu des déluges sur Terre, comme lors de la chute de l'Atlantide, ou d'autres qui sont été effacés de la mémoire collective. Et c'est vraiment quelque chose qui va induire en nous des peurs profondes, et également souvent un blocage au niveau de l'ancrage, en particulier des chakras souterrains, bien en dessous du chakra racine, parce que le plan intraterrestre, lorsque nous avons du karma vis-à-vis des êtres de l'intraterre, forcément, ils vont pas être OK pour nous transmettre toute l'énergie que nous pourrions capter par nos chakras souterrains si tout fonctionnait normalement et si le lien était fluide. Voilà. Ça libère aussi en partie les choses qui sont bloquées dans le sous-sol de Gaïa, parce que évidemment, il n'y a pas que des choses positives. Il y a certaines entités qui sont là depuis des fois des millénaires. Vous allez me prendre pour un fou, mais bien souvent, lorsque j'ai fait ce plan-là en direct, à un moment, il y avait carrément des sortes d'esprits, de fantômes, de dinosaures qui se présentaient à nous pour qu'on les permette de monter dans la lumière, parce qu'ils étaient vraiment bloqués comme entre 2 strates vibratoires. Ils étaient piégés là-dedans depuis donc très 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 longtemps. Et tant qu'ils étaient piégés là-dedans, de même que lorsque nous avons une mémoire karmique bloquée en nous, ils bloquaient une partie de la circulation de l'énergie à travers le sous-sol de Gaïa. Donc c'est pour ça que c'est très très important de faire ce travail, parce que non seulement on se libère nous-mêmes, on libère également, dans le cas du karma transgénérationnel, les membres de nos lignées, en partie en tout cas, parce que chacun doit mettre son pierre à l'édifice de ces libérations, et aussi on libère également, en partie, on participe à la libération de Gaïa, et vu la période dans laquelle nous sommes, qui nous pousse vraiment à s'alléger de tout ça, c'est un petit coup de main, je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour elle. Voilà. Ensuite, le 7e plan, c'est le plan astral. Donc le plan astral, vraiment, il est relié un petit peu à tout. C'est-à-dire que c'est un peu le vide, si je puis dire. Donc il est à la fois quelqu'un qui, par ignorance, ne fait pas exprès et va finir par nuire. Non. Des choses qui ont été faites sciemment pour nuire aux autres ou pour les engager sur des fausses pistes. Et là, du coup, on se retrouve impacté au niveau du corps astral par des entités, des implants, des blocages, etc., qui vont empêcher la bonne circulation de ces énergies en nous et qui vont également, dans certains cas, nous bloquer dans le plan astral et nous empêcher d'avoir accès au plan supérieur. Puisqu'il y a le bas astral que tout le monde a déjà entendu parler, il y a le moyen astral et il y a le haut astral. Dans le haut astral, il est susceptible d'y avoir des entités positives. Mais on reste malgré tout dans l'astral. Pour pouvoir sortir de l'astral, il faut que les matrices, les liens karmiques et les entités qui quelque part nous maintiennent emprisonnés dans ce plan-là aient été libérés, que ces liens-là et ces karmas aient été libérés pour que nous puissions franchir ce plan-là et avoir accès au plan d'après. Le plan d'après, c'est le plan céleste. Donc le plan céleste, c'est le plan que j'ai parlé brièvement au tout début de cette conférence. C'est le plan des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des Elohim et de tous les êtres qui œuvrent avec le Dieu Père Mère Créateur, le Créateur originel et la hiérarchie divine. Donc ce plan-là,
c'est l'inverse, grosso modo, c'est l'inverse de l'astral. L'astral, avec les mots et les conceptions terrestres, on pourrait dire que c'est l'enfer. Le plan céleste, on pourrait dire que c'est le paradis. Voilà. Mais quelque part, ça se mérite d'y avoir accès. Et surtout, si on s'est rebellé, si on a fait partie, voilà, des êtres qui se sont rebellés envers la volonté du Dieu Père Mère Créateur, on n'a plus accès à ce plan. Donc le fait de rectifier nos karmas reliés au plan céleste, ça permet également de nous reconnecter avec la hiérarchie divine et avec le Dieu Père Mère Créateur. C'est pour ça que c'est un plan qui est vraiment très, très, très important. Voilà. Donc ensuite, après le plan céleste, il y a le plan biologique originel. Donc le plan biologique originel, c'est grosso modo, ça fait pas très longtemps que j'ai accès à ce plan, donc j'ai pas beaucoup d'informations. C'est vraiment toutes les choses qui impactent notre corps physique. Donc c'est les choses en liaison avec le karma qui impactent directement notre corps physique, mais ça rectifie également les manipulations qu'il y a pu y avoir au niveau de l'ADN, parce que figurez-vous que les êtres humains ou autres n'ont pas attendu notre époque pour faire des manipulations au niveau du génome et de l'ADN. Ça existe depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Mais il y a certaines de ces manipulations qui ont été positives et d'autres qui ont été négatives. Et donc le but, c'est encore une fois de rectifier tout ce qui a été fait sur notre ADN, sur notre génome et du coup qui impacte notre corps physique, afin que nous retrouvions notre ADN et notre biologie, notre système en tout cas originel. Voilà. Le 9e plan, si je dis pas de bêtises, non, c'est le 10e plan, c'est le plan du mental originel. Donc, c'est la même chose qu'avec le corps et l'ADN, mais au niveau du mental. Donc, toutes les manipulations, les implants, toutes les choses qui nous ont enfermés au niveau de nos pensées dans un certain type de schéma, dans certaines matrices involutives, et qui, malgré que nous ayons des fois beaucoup travaillé dessus, soit elles perdurent, soit elles s'amenuisent petit à petit, mais au prix d'immenses efforts. Donc voilà, le but de ce plan-là, c'est de récupérer l'état de votre mental comme il était à l'origine, parce qu'il faut savoir qu'on s'incarne d'incarnation en incarnation avec le même mental, les mêmes chakras. Donc forcément, au bout d'un moment, ils sont pas mal pollués, et puis voilà, ils ont besoin d'être éclaircis, si je puis dire. Voilà. Le 11e plan karmique, avant-dernier, est le plan karmique originel. Donc comme son nom l'indique, c'est le plan d'origine. Donc le fait de se reconnecter, de libérer les antécédents que nous avons vus de ce plan-là et de nous reconnecter avec notre soi supérieur originel, nos familles d'âme originelles, va permettre vraiment d'éclaircir énormément de choses en nous et de nous libérer de encore des grosses couches de karma qui nous plombent, qui nous impactent de façon différente. Le 12e plan est le dernier, c'est le plan karmique ultime, comme son nom l'indique, c'est le dernier, c'est le plus élevé. J'ai pas énormément encore d'informations dessus. Ce que je sais, c'est que pour l'instant, il n'y a pas, à ma connaissance, mais ça peut évoluer, de plan au-dessus. Donc le plan ultime, je pense que c'est le plan lorsque nous étions encore ensemble avec la source, lorsque nous ne faisions qu'un avec la source. Je pense que cela correspond à ce plan karmique ultime. Et afin de pouvoir retrouver, tout en étant en incarnation sur Terre, cette proximité, ce lien direct avec la source, idéalement, en tout cas l'un des chemins qui permet de le faire, c'est d'aller jusqu'à ce 12e plan karmique et finir une bonne fois pour toutes cette libération karmique. Les libérations karmiques, lorsqu'elles sont faites jusqu'à la majorité de nos karmas, sont, enfin même pour les autres, les libérations karmiques, lorsqu'elles vont vraiment dans les profondeurs et jusqu'à l'origine des problématiques qui nous font souffrir, sont définitives. Si nous continuons à nous réincarner, que ce soit sur Terre ou ailleurs, nous n'aurons plus à nous coltiner ces karmas. Donc, c'est quelque chose de très important qui va impacter directement cette vie-ci, mais également la suite de notre évolution et la suite des potentielles autres incarnations que nous aurons à l'avenir. Donc voilà pour ces 12 plans karmiques. Si tu as des questions, Caroline. Alors, je vais prendre une petite question et après je te laisse continuer vu qu'il est déjà 22 heures. Comme ça, je te laisse continuer et après je pose tes questions. Alors, oui, je sais.
Alors, je vais prendre une dernière question. Alors, Françoise, quand on libère notre karma, ça libère notre descendante et notre descendance, pardon, et nos ancêtres? Tout à fait. Quand on libère le karma transgénérationnel, le karma personnel, c'est différent. Mais ça va libérer les gros fardeaux. Et ça fait en sorte que, grosso modo, que notre descendance n'est plus, entre guillemets, que son karma personnel à s'occuper. Il y aura toujours une partie du karma qui restera, même au niveau transgénérationnel si on s'en occupe, parce que, et pareil pour le personnel, comme je vous l'ai dit, on n'atteint jamais le 100% et il nous est pas demandé là-haut d'atteindre le 100%. Le karma est un chemin d'évolution, parce que si la voiture tombe pas en panne, on va jamais regarder sous le capot, on n'apprend jamais la mécanique. S'il n'y a pas d'obstacle, on n'apprend pas à sauter plus haut pour arriver à les franchir. Donc il y a vraiment une partie évolutive. Le but du karma est de l'évolution. Mais des fois, il y a des karmas qui sont tellement lourds, tellement profonds et tellement qui nous impactent tellement qu'on est démuni et qu'on ne peut rien faire. Quand c'est du transgénérationnel, ça fait, je vous dis n'importe quoi, mais 3000 générations qui font les mêmes trucs. Ça va être compliqué d'arriver à libérer soi-même sans faire appel à quelqu'un qui s'y connaît en libération karmique et qui s'y connaît à un certain niveau pour arriver à libérer le maximum de personnes. Donc voilà, c'est quelque chose qui est compliqué mais qui est magnifique parce qu'en faisant ce travail-là, nos descendants et leurs descendants à eux également n'auront plus certains blocages, certaines rivalités, voire certains troubles psychiques, émotionnels, voire physiques qui qu'on nous-mêmes avons pu hériter de nos ancêtres et que eux auraient fini d'une façon ou d'une autre par hériter ou qu'ils auraient transmis à leurs descendants. Donc là, on arrête définitivement ces boucles qui se répercutent depuis des millénaires et qui impactent l'humanité depuis des millénaires. Si jamais on continue à ne pas s'occuper du karma transgénérationnel, il va devenir tellement lourd, mais cette lourdeur, c'est un appel du pied pour dire à l'humanité de s'en occuper. Il va devenir tellement lourd que l'espèce humaine va finir par dégénérer complètement et peut-être que même un jour, elle pourra peut-être même plus se reproduire parce que ça sera trop lourd et ça nous impactera physiquement. Super, merci pour toutes tes réponses. Je te laisse continuer. Avec joie. Merci Caroline. Avec plaisir. Donc, en conclusion, je vais d'abord donner le point de vue karmique un petit peu sur la situation actuelle, celle que nous vivons maintenant depuis plusieurs années, ou en tout cas qui est palpable depuis plusieurs années, 2 ou 3 ans, si vous voyez ce que je veux dire, mais qui a commencé en fait depuis 2012. Donc depuis 2012, beaucoup d'énergie, de rayons cosmiques entre autres, sont bombardés sur Terre comme c'était pas le cas auparavant. La vibration de la Terre augmente. Comme nous vivons sur Terre, nos vibrations augmentent aussi. Ces vibrations et la suite du programme, qui est clairement l'ascension de la Terre d'un plan vibratoire plus élevé, également l'ascension de l'humanité, en tout cas ceux qui auront fait leur part et qui seront capables de suivre ce chemin-là. Ceux qui n'ont pas envie et qui veulent rester dans la dualité, eux, ils seront réincarnés plus tard sur un autre plan qui est destiné à vivre la dualité pendant peut-être encore des millénaires. Mais la Terre a utilisé son libre arbitre pour choisir d'ascensionner, d'évoluer, de passer d'un autre cap vibratoire. Donc, si nous souhaitons continuer à vivre sur Terre dans des bonnes conditions ou à nous réincarner plus tard sur Terre, eh bien, il faut accompagner le mouvement. Il faut également nous alléger de notre charge karmique, puisque Gaïa à la Terre, c'est les plans divins qui s'en occupent. Ça va petit à petit, ça se manifeste par plein de choses différentes. Ça peut être des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, plein d'autres choses. Mais en ce qui nous concerne, même si le karma collectif est pris en charge en partie par la hiérarchie divine petit à petit, parce qu'il verrouille les karmas transgénérationnels et personnels de l'humanité. Donc, il faut que cette couche saute pour qu'on puisse libérer plus facilement nos karmas personnels étrangers. Donc, si on s'en occupe pas, eh ben toujours pareil, à part les soins énergétiques, il y a 3 autres façons de libérer le karma. La souffrance, physique, psychique ou émotionnelle, la compensation, en faisant du bien à ceux à qui on a fait du tort, et l'action de grâce, en faisant le bien sans attente. C'est tout. À part ça, sinon, il n'y a que les libérations karmiques, ou par exemple, les lectures akashiques, mais qui sont beaucoup plus ciblées que les libérations que je propose. Les libérations que je propose permettent de libérer plusieurs centaines de vies antérieures en une seule séance pour un même plan d'incarnation. Donc voilà, quoi qu'il en soit, c'est très important pour la suite de notre vie personnelle, de notre évolution personnelle, mais également au niveau du collectif, que chacun, en tout cas tous ceux qui sont suffisamment conscients, prennent leurs responsabilités karmiques, s'engagent vraiment sur ce chemin de libération qui vous mènera au niveau personnel
comme au niveau global de l'humanité, à la reconnexion à votre soi originel, la vraie meilleure version de vous-même. Mais pour cela, il y aura un chemin long à parcourir. Il faudra être discipliné. Il faudra pas se laisser décourager par les obstacles. Mais ce chemin maintenant est accessible. Alors qu'il y a encore quelques années, au bas mot une dizaine d'années, les énergies sur Terre ne permettaient pas la libération de ces karmas-là. Et peut-être, alors ça, je ne veux pas faire peur à personne, hein, mais personne ne le sait. Peut-être que la fenêtre de tir va se refermer dans 5, 10, 15, 20 ans et qu'il n'y aura plus possibilité de libérer autant de choses d'un coup et que ce sera tous ceux qui en auront profité qui évolueront et les autres seront réincarnés à nouveau dans la dualité. Donc, si vous voulez évoluer, libérer une bonne partie des choses qui vous bloquent, qui vous impactent à tous les niveaux, physique, psychique, émotionnel, dans vos relations, j'ai envie de dire aussi le côté malchanceux, les gens qui ont des malchances récurrentes, les choses ne fonctionnent jamais bien pour eux, il n'y a pas à chercher à comprendre. Quand c'est répétitif, c'est du karma. Donc, si vous voulez vraiment passer à une autre étape de votre évolution et de votre bien-être, non seulement pour vous-même, pour vos lignées, mais pour l'humanité, je vous invite à faire ce travail de libération karmique, à suivre la voie du soi originel pour tout simplement enfin incarner la meilleure version de vous-même et être libre. Merci beaucoup, Jean-Frédéric. Merci à toi, Caroline, et merci à toutes les personnes présentes ce soir et même tous ceux qui verront cette conférence en replay. C'était vraiment super ce que tu as présenté. Donc, on se retrouve pour ton atelier le 30 juin. Merci, Caroline. Et je souhaite une très bonne soirée à tous, une très bonne soirée à toi, Jean-Frédéric, et au 30 juin. Merci, belle soirée à tous. Merci pour votre présence.